suffisamment à distance les uns des autres, je pense, pour ne pas se prendre de risques. Et puis ensuite, c'est important pour ceux qui écoutent à distance et que je salue. Alors, en réfléchissant à ce que tu m'avais demandé de faire, Damien, j'ai proposé un titre qui s'appelle une dialectique, connaissance, compétence, une dialectique, parce que c'est vraiment ça, ancienne dans les études de médecine, et je vous propose de nous reporter, mais croyez-moi, je ne vais pas vous prendre trop de temps, soyez tranquille, de nous reporter quand même au 19e siècle, parce que c'est à ce moment-là qu'ont été fondées les études médicales, et regardez ce qui s'est passé entre le 19e et le 21e siècle, avec des allers et retours entre compétences, connaissances, compétences. Et c'est vraiment ça, en fait. 19e, c'est compétences, 20e, c'est connaissances, et 21e, peut-être, j'espère, compétences. Alors, quand on regarde comment étaient construites les formations médicales, il y a deux marqueurs fondamentaux. Finalement, je vais plutôt me mettre là, parce que je verrai mes diapos. Deux marqueurs fondamentaux qui sont d'une part le fait que, et ça, tout le monde le sait, la formation médicale a toujours, même encore aujourd'hui, même si on s'améliore, toujours été hospitalo-centrée. Et puis, au début, il y avait une très large place à la compétence. Le début, c'est le 19e siècle. Alors, je vous rappelle les décrets pris au moment du consulat, parce qu'ils ont quand même fondé beaucoup de ce qui a organisé la formation médicale. 1802, création de l'externat et de l'internat des hôpitaux et hospices civils de Paris. Je vous rappelle que l'externat et l'internat avaient un rôle de formation et de recherche. C'était écrit, j'ai relu ces textes, amusants. Il y avait évidemment une très forte sélectivité. L'externat, c'était un lauréat sur 10 à 12 candidats. L'internat, c'était un lauréat sur 6 à 8 externes. On ne pouvait pas être interne si on n'avait pas été externe. C'était réservé aux hommes jusqu'en 1885. Et c'était obligatoire pour l'exercice hospitalier. Alors, ça fait qu'il y a eu deux voies de formation, finalement, du consulat jusqu'à 1968, qui va être un moment majeur de l'évolution de la formation médicale. Donc, deux voies. Une voie royale, celle des externes et des internes, qui permettait, je pense, une formation à ou par la compétence, par le compagnonnage au lit du malade, qui ne s'accompagnait pas du tout, si les externes et les internes ne le souhaitaient pas, d'approche universitaire. C'était vraiment une voie hospitalière. Et puis donc, à côté de ça, la voie universitaire, mais qui souvent était la voie des exclus de l'externat et de l'internat, soit parce qu'ils n'avaient pas été lauréats, soit parce qu'ils n'avaient pas voulu jouer le jeu, qui était fondée sur un enseignement donc universitaire, mais très mal ancré dans l'université pendant très longtemps, avec une transmission de connaissances, la création des CES au XXe siècle, en 1949, et pour certains qui passaient par la voie du CES, aucune formation pratique. Vous pouviez avoir, je regarde Philippe, vous pouviez avoir des gastro-entérologues qui n'avaient jamais rencontré un patient, et donc peut-être, par exemple, une expérience très limitée en endoscopie, qui n'a sans doute pas l'importance qu'elle a aujourd'hui, mais enfin quand même. Alors, au XXe et au XXIe siècle, il me semble qu'il y a trois marqueurs fondamentaux. D'abord, l'universitarisation. C'est souhaitable, je pense. On est entre universitaires aujourd'hui et ça me paraît incontestable. L'explosion des connaissances, quand même, très souvent et très vite périmée. Et puis, l'inflation des spécialités. Et ça joue un rôle, à mon avis, majeur dans les enjeux qui sont face à nous. Alors, l'inflation des spécialités, regardez, 1949, on crée les spécialités ou compétences. 1949, 10 spécialités ou compétences. 1970, 18. 1982, on crée l'internat de spécialité et les DES et on supprime les CES. C'est une époque dont je me souviens parce que je l'ai vécu. À ce moment-là, il y a 22 spécialités pour les internes Ancien Régime et 33 spécialités pour les internes Nouveau Régime, sans oublier les DESC. Et puis 2016, 41 spécialités. 2017, réforme du troisième cycle, 44 spécialités, sans oublier qu'il y a des FST et des options. Vous voyez, une augmentation continue des spécialités. Et je pense qu'on n'a pas fini. Il y a peut-être des cardiologues dans la salle, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, entre les rythmologues et ceux qui font de la pathologie coronarienne ou ceux qui font de l'insuffisance cardiaque, il y a quand même des écarts qui sont en train de se produire. Dans ma discipline, en pneumologie, j'en vois aussi. En gastroentérologie, j'en connais. Je vais pas décliner toutes les spécialités, mais il y a un vrai risque, je pense, de multiplication des spécialités et de balkanisation. Je dis, et on pourra en discuter, je dis que c'est un risque. Je suis désolé. Vous voyez. Si.
Alors, 1968, je vous le disais, ça a été une année importante. Les mouvements estudiantins pour les étudiants en médecine ont conduit à la revendication tout à fait justifiée d'une formation pratique pour tous, au motif qu'ils voulaient tous avoir accès à la compétence. Bien. Alors, au passage, je vous indique, parce qu'on parle beaucoup de numerus clausus, que le numerus clausus, il a été créé à ce moment-là, non pas comme outil de régulation de la démographie médicale, je pourrais vous en parler des heures et des heures, hein, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais uniquement pour ajuster le nombre d'étudiants aux possibilités de formation en stage, uniquement à l'époque dans les hôpitaux. D'accord? C'est ça le numerus clausus. Donc, quand on nous parle de faire disparaître le numerus clausus pour résoudre les problèmes de démographie médicale, c'est vraiment pas la bonne façon d'aborder la question. Et puis, plus dernièrement, donc, une étape importante, donc 68, disparition de l'externat, et on parle toujours d'externe dans nos services, hein, ça n'existe plus depuis 68. Et puis 2004, alors peut-être que je choquerai des étudiants, mais 2004, disparition de l'internat. On parle encore d'internes, mais on a des étudiants de troisième cycle. Ça, les internes, selon les présidences de leurs syndicats, ils revendiquent d'être des praticiens en formation. Aujourd'hui, c'est ça. Ou en 2017, ils revendiquaient d'être des étudiants de troisième cycle sans responsabilité particulière. Je vous ai marqué simplement que la LCA avait été introduite en 2009 parce que je pense que c'est un moment très important, et puis que les IECN ont été créés en 2016. Alors, aujourd'hui, le marqueur quand même de tout ça, c'est qu'il y a une valse hésitation, quoi. Il y a une volonté de retour vers la compétence. On est tous, je pense, convaincus qu'il faut aller dans cette direction-là. C'est le thème de la journée. OK, mais enfin quand même, convenons du fait qu'il y a un poids toujours plus énorme, toujours plus écrasant des connaissances spécialisées. Regardez, la réforme des études du deuxième cycle. On a dit, peut-être que Marc va être mécontent de ce que je dis, on a dit on va alléger un peu le poids des connaissances. Très bien, moi je regarde le programme de 2007, 362 items, le programme de 2020, 367 items. Bon, on a allégé, mais enfin numériquement, ça ne saute pas aux yeux, hein. La répartition des rangs A et rangs B, alors je me demande si je n'ai pas fait une erreur là, j'ai mis 60-40, mais il me semble que c'est ça. Donc ça veut dire que 60% des connaissances seraient essentielles à la pratique médicale. C'est pas évident hein, quand même, hein, surtout quand on voit la vitesse à laquelle elles se périment, les connaissances. Et les nombres de situations cliniques de départ, 356, ce qui est quand même très important aussi. Et puis, il y a cet enjeu mortifère existentielle des spécialités. Les spécialités considèrent qu'elles existent, d'autant plus qu'elles ont plein d'internes. J'ai présidé l'ONDPS pendant 3 ans, je sais ce que c'est. Je voyais les responsables des spécialités qui me disaient « je veux plus d'internes ». De temps en temps, je disais « mais pour faire quoi ?» Parce qu'on ne reconnaît pas notre spécialité. Comme si le marqueur de l'importance d'une spécialité, c'est le nombre des internes. Et puis le volume des connaissances, dont les collègues disent tous « non mais ça c'est indispensable. On veut bien diminuer les connaissances des autres, mais les siennes, c'est très très difficile. Hein. » Et en fait, derrière ça, il y a quoi? Il y a plus j'enseigne, plus je suis important. C'est pas mieux j'enseigne, plus je suis important, c'est plus j'enseigne, plus je suis important. Donc il faut qu'on en ait conscience, hein, parce que moi je veux bien qu'on aille vers les compétences, mais il faut vraiment qu'on change aussi nos paradigmes. Alors la conséquence de tout ça, de mon point de vue, je suis un peu provocateur hein, ce matin, hein, c'est qu'on a une perte d'efficience de notre système de formation qui devient socialement inacceptable. C'est inacceptable en situation de crise. Il y a 3 grosses crises sanitaires ces dernières années, me semble-t-il. Hein. Il y a eu 2003, la canicule, 2015, les attentats du Bataclan, enfin les attentats du Bataclan et pas que du Bataclan, puis la crise du Covid en 2020. En 2015, il y avait des internes qui faisaient des massages cardiaques à des morts devant le Bataclan, hein, vous savez ça. Et la crise du Covid, on a bien vu quand même un peu les difficultés avec un système de santé qui a été réservé à quelques spécialités, puis les autres qui étaient chez eux, alors qu'il y avait des malades à soigner. Les médecins généralistes qui ne voyaient pas de patients atteints de Covid, parce qu'on estimait que ce n'était pas le passage pertinent pour les patients atteints de Covid, alors que la plupart des patients atteints de Covid avaient des maladies complètement bénignes. Donc on a engorgé le système hospitalier, faute d'avoir su adapter notre système de santé. Alors, moi, je pense que face à ça, il faut réinvestir et concevoir davantage de socles communs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas développer l'ultra-spécialité, hein, c'est pas ça. Je sais bien qu'il faut des ultra-spécialistes, mais enfin, il faut quand même que, face à un arrêt cardiaque, tout docteur en médecine soit capable d'avoir les bons gestes. Sinon, on va être moins compétent,
je dis bien moins compétents que des sauveteurs, quoi, hein. Et c'est quand même un peu embêtant. Donc, je pense que le service sanitaire en premier cycle est très utile et il ne doit pas être la propriété privée d'une discipline universitaire. On a tous notre mot à dire, et la société d'ailleurs a son mot à dire sur ce que doit être le service sanitaire. Le FJSU en premier cycle, ça va être compliqué de l'enseigner, hein. Ça a été compliqué l'année dernière, c'est compliqué cette année, et pourtant c'est crucial. Je viens de dire, hein, faut au moins qu'on soit aussi compétent que les secouristes. J'ai dit sauveteur, je voulais dire secouriste. Les thèmes prioritaires en deuxième cycle, je pense qu'il faut quand même les revisiter et que s'ils sont prioritaires, on les enseigne prioritairement. Je ne suis pas certain, si je faisais un test dans cette salle et si je vous demandais quels sont les thèmes prioritaires du deuxième cycle, que beaucoup d'entre vous seraient capables de me les donner. Et puis, les enseignements transversaux universels du troisième cycle, bon, c'est un peu en panne, hein, quand même, hein. Je ne vois pas beaucoup de gens très appétents pour ces enseignements transversaux universels. Donc, on est face un peu à nos responsabilités, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, donc, les défis, c'est la recherche d'un nouvel équilibre, et puis n'oublions pas aussi les particularités de la formation médicale à part dans l'université. D'abord, qui sont les enseignants de médecine? Qui sommes-nous et qui seront ceux qui vont nous suivre? Ce sont les meilleurs internes, les plus compétents, franchement, quand on va repérer les internes, on voit parmi les meilleurs les gens avec lesquels on a envie de construire des carrières hospitalo-universitaires pour laisser notre service derrière nous. On n'y pense pas trop pour l'enseignement et la recherche. Il faut être honnête quand même, hein. On voit d'abord les compétences. Alors c'est pas mal quand même, hein, parce que la compétence est utile, mais on voit la compétence au travers de qualités de docteur, pas forcément au travers de qualité d'enseignement et de chercheurs. D'où l'importance de ce que disait Philippe Roussniewski, je vais y revenir un tout petit peu, de faire évoluer les pratiques des CNU aussi. Le vivier, c'est aussi ceux qui ont ce qu'on considère comme les qualités essentielles du docteur, capacité de travail, résilience, empathie, capacité à prendre une décision rapidement en situation d'incertitude. Ça, c'est bien, parce que au séminaire pédagogique de la conférence des doyens, on a bien vu la nouvelle docimologie qui va aider quand même à progresser dans cette, non pas dans cette sélection, mais dans cette appropriation de ces compétences essentielles. Il y a la formation à la pédagogie, donc c'est des DU et des DIU, j'ai vu qu'il y aurait les soutenances de mémoire tout à l'heure. Bon, souvent c'est des DIU maison ou en tout cas des DIU de pédagogie médicale. Qu'est-ce que la pédagogie médicale? En quoi est-ce que la pédagogie médicale serait différente de la pédagogie en général? Il faut qu'on se rapproche aussi des sciences de l'éducation, parce qu'autrement on stérilise le système. Ça, c'est vraiment, à mon avis, très, très important. Et puis, n'oublions pas, et je ne vais surtout pas critiquer ça, hein, que notre recrutement de futurs hospitalo universitaires répond à un régime totalement dérogataire. Je ne sais pas si on dit dérogataire ou dérogatoire, l'un ou l'autre. Philippe disait tout à l'heure que quand on va faire notre révision des effectifs, on est content de montrer qu'on a des futurs hospitalo universitaires qui enseignent bien. On y va quelquefois avec notre président d'université qui est assis à notre droite, mais personne ne lui donne la parole, hein. Donc, on a un rôle majeur qui fait d'ailleurs qu'on est jalousé par le reste de l'université. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur. Et puis, on est la seule, dans l'université, on est les seuls à avoir un recrutement purement par le CNU. Dans les autres, il y a les commissions de qualification qui ont beaucoup de défauts d'ailleurs, hein, mais qui peuvent diversifier la façon de recruter les collègues. Alors, bon, sur la formation de nos formateurs, je voulais aussi vous amener à réfléchir un petit peu parce qu'on doit les former à la pédagogie sur et par la compétence. OK, très bien. Mais pour être capable d'enseigner la compétence, il faut être soi-même compétent, c'est-à-dire avoir des connaissances. Et je suis certain qu'il faut qu'on s'améliore collectivement, en tout cas moi, je vais le dire très, très, très clairement, dans les connaissances de base en pédagogie. Et je me délecte des envois que fait Marc Braun régulièrement sur des journaux que je ne consulte pas spontanément, ça c'est vrai, et je devrais le faire, et qui nous permet de nous mettre à jour de nos connaissances en pédagogie. C'est fondamental, il y a quand même des connaissances à la base de la compétence de l'enseignant. Le lien avec les sciences de l'éducation, je vous l'ai dit, ça me paraît fondamental. Ce sera au centre des assises hospitalo-universitaires qu'on aura à Lille les 10 et 11 décembre. Il faut qu'on se compare aux standards internationaux, aux modèles étrangers. Et puis donc, j'en reviens à ce lien, et il est très efficace et il a été renforcé utilement, je pense, entre la conférence des doyens de médecine et les CNU pour valoriser l'engagement dans la pédagogie des plus jeunes pour la construction des carrières. C'est ma dernière diapositive, je crois, qui
a pour ambition de nous rappeler collectivement ce qu'est notre mission. Notre mission, c'est de former des médecins compétents, résilients, empathiques, aptes à la prise de décision en situation d'incertitude, former des médecins qui répondent aux enjeux de la santé publique. Alors, de mon point de vue, on peut en discuter, c'est d'une part être capable d'amortir les problèmes de santé liés au vieillissement de la population et au développement des polypathologies. La médecine des catastrophes, on le voit bien, hein, ces événements exceptionnels, malheureusement, sont moins exceptionnels et je pense qu'il faut se préparer à des catastrophes, mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Les déserts médicaux et les soins de proximité, c'est aussi un objectif collectif pour nous que de le résoudre et ça ne passe pas par des nombres de médecins. Le problème est derrière nous, ça passe par une bonne et juste répartition des médecins. L'offre de soins spécialisés du meilleur niveau, bien sûr, il faut qu'on soit capable de soigner au mieux des connaissances et des compétences en fonction de l'évolution de celles-ci. Et puis, il y a aussi des changements de paradigme. La cancérologie, c'est plus du tout la cancérologie que moi j'ai apprise. Par exemple, cancer bronchique, qui n'est pas vraiment ma spécialité, mais c'est devenu une maladie chronique aujourd'hui. Avant, malheureusement, on mourait en quelques mois. Maintenant, c'est devenu une maladie chronique. Donc, il faut revoir un peu nos visions des enjeux de santé publique. Et puis, évidemment, regagner le peloton de tête des pays producteurs de recherche en santé, parce qu'on est en train de se décrocher. Et donc, dans la catégorie des équilibres, il y a ça aussi à quoi il faut veiller. Voilà, merci beaucoup de votre attention et peut-être s'il y a des questions, je serai tout à fait prêt à y répondre ou à essayer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions? Je n'en vois pas sur le chat. Alors moi, je suis très impressionné par le topo parce qu'il y a un message clé majeur à chaque diapositive. Juste pour la petite boutade, dans les items rajoutés, il y en a un qui avait été proposé et accepté avec un tout petit peu de difficulté en janvier, si je ne dis pas de bêtises, par la médecine d'urgence, anesthésie, réanimation et la MIR, qui était situation sanitaire exceptionnelle. Je crois qu'on ne s'est pas trompé. C'était la petite boutade, mais ce sont des éléments qui sont très pertinents. Abdelatif, une question? Merci beaucoup, Patrice. La question, c'était super. La question que je me pose, c'est comment concilier ces différents objectifs dans une seule personne. Et donc, finalement, parce que c'est là où, à mon avis, on va perdre, c'est-à-dire qu'être un excellent enseignant très compétent et augmenter la recherche, je pense qu'aujourd'hui, étant donné la masse de connaissances, comme tu l'as rappelé, la rapidité, la spécialisation de la recherche et les enjeux, la même personne ne pourra pas faire ça. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir cette multiplicité de tâches comme objectif commun et pas individuel. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. On peut pas être bon en tout, hein. Enfin, en tout cas, c'est très exceptionnel. Donc, je pense qu'il faut effectivement, dans les politiques de recrutement, c'est tout à fait ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, hein, dire tel jeune collègue manifestement est très appétent, est très bon dans le domaine de la pédagogie, et donc avec les CNU, on accompagne cette personne pour devenir un leader de la pédagogie. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des leaders, hein. Et puis d'autres, c'est davantage la recherche. Je pense aussi même hein, que l'excellence des soins doit être considérée. J'ai un collègue à Tours, PUPH de chirurgie digestive, qui est un excellent transplanteur hépatique, je pense que tu vois qui je veux dire. Il n'a pas vraiment la ressource d'aller beaucoup enseigner ni faire beaucoup de recherche, mais c'est un professeur parce qu'il enseigne au bloc, aux plus jeunes, et donc je pense qu'il faut laisser de la place à la diversité aussi, en admettant bien que les journées n'ont que 24 heures et les cerveaux ont une plasticité qui atteint ses limites aussi. Bonjour, merci professeur Dieu pour cette présentation. Donc Evan, oui, je suis interne, donc la remarque sur l'interne étudiant ou praticien en formation, ça me fait toujours autant rire, c'est une discussion sans fin, je pense, c'est très intéressante. Ma question concerne finalement le CNU. Je pense que vous avez évoqué le fait des rapprochements avec les sciences de l'éducation. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser finalement à une section du CNU, pédagogie médicale, pédagogie de la santé, enfin quel que soit le nom qu'on peut porter, finalement pour croiser les deux et permettre à quelqu'un de faire, enfin, s'il n'a pas le temps, entre guillemets, de faire de la recherche, comme on l'a évoqué, dans sa discipline, de faire de la recherche dans la pédagogie, voire de l'application de la pédagogie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs en pédagogie qui vont considérer qu'on a déjà fait beaucoup de recherches dans le domaine et qu'il faut le temps de l'appliquer, finalement. Je vais quand même aborder votre premier point, mais je réponds au deuxième. On a poussé cette idée à un moment donné. Moi, je l'ai un peu poussée
Et en fait, elle n'a pas abouti précisément pour l'argument que j'ai indiqué qu'il n'y a pas de pédagogie médicale. Il n'y a pas de raison. Donc, on nous a dit, si vous voulez, les sciences de l'éducation vous seront ouvertes. Donc, il faut peut-être voir aussi les liens entre les sous-sections et les sections de CNU pour désenclaver les sections médicales des autres. Ça, je pense quand même que c'est un point qui est très important. Nos CNU de médecine fonctionnent très différemment des autres. Donc, je pense que c'est un élément qu'il faudra évoquer. Je reviens juste sur l'interne étudiant ou praticien en formation. Bien sûr que ça change, mais le problème, c'est que quand ça change trop vite, ça devient très difficile de gérer tout, si vous voulez. Donc, il faudrait quand même, à un moment donné, qu'il y ait des doctrines qui soient fondées et qui résistent un peu au changement de présidence, parce qu'autrement, on n'y arrive plus. Moi, j'ai vécu la mise en place de la réforme du 3e cycle avec le président de l'ISNI de l'époque, qui disait, et moi, il m'avait convaincu, enfin, je l'étais d'avance, mais on était d'accord sur le fait que l'internat n'existait plus et que nous avions désormais des étudiants de 3e cycle qu'il fallait amener progressivement en responsabilité. Sauf qu'aujourd'hui, et je peux comprendre, chacun a le droit d'avoir son avis, le discours c'est non, nous ne sommes pas des étudiants, arrêtez de nous casser les pieds. J'ai même lu quand même que les internes sont tellement pas des étudiants qu'à la limite, ils aimeraient bien rompre le lien avec l'université et les facultés de médecine. Bon, je pense que ça va un tout petit peu trop loin, quoi. Donc, il faudrait avoir une réflexion qui soit un peu plus solide et argumentée sur la durée pour qu'ensemble, on puisse progresser. Sinon, on bute là sur des questions qui ne sont pas de la simple sémantique. Bonjour, Vincent Audard, je suis responsable du DFASM à l'UFR de Santé Paris-Est Créteil. Juste, vous avez effleuré, merci pour votre présentation, vous avez effleuré un petit peu le sujet. Les items ECN, je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a des étudiants de DFASM. Il n'y en a pas, peut-être que des internes. Donc non, juste pour vous dire que moi j'ai quand même été, ça a été un gros travail qui a été effectué avec de nombreuses réunions des enseignants chercheurs, et je trouve qu'au final c'est quand même un petit peu décevant, vous l'avez dit. Normalement, le but, c'était d'alléger les référentiels pour les étudiants parce que je pense que tout le monde avait conscience qu'en l'espace de 15-20 ans, les connaissances avaient nettement augmenté. Et c'est vrai qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a 14 items surajoutés. Vous parliez de surspécialisation. Et je pense honnêtement, dans les items, moi, même s'il y a des items sur lesquels je suis très attaché, ordonnance de référence maladie rare, je trouve que c'est très intéressant de voir apparaître l'item maladie rare, la médecine génomique. Mais honnêtement, je trouve qu'on a rajouté quelques items potentiellement intéressants. Mais au final, on en a retiré 4-5. Donc au final, on se retrouve 362, 367. Toutes les spécialités se sont battues pour maintenir effectivement les sous-items en A, B. Finalement, le C, il y a peu de choses. Donc je trouve effectivement rassembler les enseignants une quinzaine d'heures pour aboutir à ce document, je ne sais pas si on est complètement satisfait. Est-ce qu'il y a encore un travail qui est prévu derrière ou est-ce que on a vu sortir le décret le 2 septembre. Je voulais avoir un petit peu votre sentiment. Juste, deuxième question, je vous remercie effectivement d'avoir résumé les trois crises. Moi, je rajouterais quand même une quatrième crise, qui est un peu la crise existentielle que traverse l'hôpital public, où, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, où la plupart des hospitalo universitaires se questionnent sur comment remplir au mieux les triples missions. Et quoi qu'on dise, je pense que chacun est très attaché à sa mission de soins, d'enseignement et de recherche. Et je trouve effectivement que de vouloir beaucoup en faire. Là, malheureusement, j'ai pas pu assister à la réunion du 7 octobre de la conférence des doyens, mais j'ai cru comprendre, alors que l'année dernière, à la même époque, j'étais invité pour faire le contre les TCS, qu'à nouveau, on remettait les TCS au goût du jour pour les futurs ECN. Je trouve ça un petit peu déconcertant et on a du mal à suivre toutes ces réformes dans une situation particulièrement difficile où vient en plus se rajouter le Covid. Donc moi, je profite de votre présence pour tirer un petit peu la sonnette d'alarme, pour dire attention quand même, il n'y a rien de pire qu'une réforme mal faite. Moi, je pense que la dernière réforme des ECN informatisés, je ferai tout à l'heure le pro QCM. Je trouve qu'au final, c'est quand même pas mal. Il manquait quelque chose, c'était les compétences. Et avec les Écosses, je pense qu'on va vraiment y arriver. Voilà, mais de là à vouloir tout changer, méfiance, parce que derrière, voilà, nous, on est les enseignants les plus motivés dans la pédagogie dans nos UFR de médecine. Mais derrière, il faut que nos collègues suivent. Et comme vous l'avez très bien dit, il y en a qui sont beaucoup plus axés recherche, d'autres plus soins. Et c'est dur de motiver les troupes au quotidien pour pouvoir mettre en place toutes ces réformes. Voilà, c'était des réflexions et des questions. Merci beaucoup. Oui, je vais
prendre peut-être dans l'ordre inverse de ce que vous avez dit pour revenir sur le partage des tâches au cours de l'activité. Il y a quand même une chose intangible, c'est qu'un hospitalo-universitaire, il est payé par l'université comme premier employeur pour pratiquer ou utiliser 50% de son temps au profit de l'université. Sinon, ce n'est pas la peine de devenir hospitalo-universitaire. Donc, il faut qu'on protège ce temps vis-à-vis de l'écosystème hospitalier qui nous pousse à en faire toujours plus. Hein, ça, c'est clair. Moi, je peux vous dire que dans ma fac, là-dessus, je suis extrêmement vigilant et aux côtés de mes collègues quand ils me disent que la pression est énorme. Voilà, il faut que collectivement, on résiste à la pression. On n'est pas là, on est là bien sûr pour faire du soin, mais enfin c'est pas notre mission principale. Hein. Pour ce qui est des items, c'est vraiment pas de la faute, en particulier de Marc Braun qui est deux rangées derrière vous, que d'avoir vu ce nombre d'items finalement croître au cours de la réflexion. Je suis désolé, mais c'est ce défaut que nous avons tous de penser que plus on enseigne, plus on est important. Et on considère que pour défendre le volume d'enseignement, parce qu'on voit au travers d'un volume, évidemment, il faut dire qu'il y a plein de choses à enseigner. Donc, c'est un défaut qu'on partage tous, hein, mais c'est vraiment pas la responsabilité de ceux qui ont conduit la réforme. Franchement, je pense qu'il faut le dire, parce que il ne faudrait pas non plus s'imaginer que tout ça n'a servi à rien, d'autant plus qu'il y a quand même la catégorisation A, B et C, et la décision de ne pas aujourd'hui infliger de contrôle des connaissances et donc probablement pas d'enseignement, des items de rang C qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec le deuxième cycle. Hein. Donc, tout n'est pas négatif, mais je pense que il y aura à revisiter tout ça et à se réinterroger collectivement. On est tous responsables de ce qu'on a fait. Moi, je me suis moins investi que vous dans la préparation de tout ça, mais j'ai le souvenir d'une réunion, c'était au moment des États généraux à Caen, que j'avais trouvé quand même surréaliste. Hein, quand j'avais vu le niveau de détail sur lequel on a passé un temps fou là, sur des items qui me paraissaient quand même pas forcément fondamentaux. Et les situations de départ, oui, c'est ça. Pardon. Merci beaucoup. Donc,